Beauvais, Godebert, Messager, Canet, Ridel, autant de peintres lavallois qui vont nous faire découvrir l'art de la ville. Les artistes Beauvais et Godebert ont peint la cour du vieux château à l'époque où il était utilisé comme prison. À l'arrière-plan, la tour de l'horloge disparue depuis. Artiste lavallois reconnu du XIXe siècle, Jean-Baptiste Messager a illustré les rives de la Mayenne avant la construction des quais. Au premier plan à gauche, les 3 moulins accolés au vieux pont. Vue typique du vieux Laval avec ses maisons à pans de bois dominées par le donjon du vieux château réalisé par Canet. Élévation aquarellée par Ridel, grand bâtisseur de Laval au XIXe siècle. La maison du Grand Veneur, édifice du XVIe siècle, est l'une des plus prestigieuses demeures de Laval. Ambroise Paré, le douanier Rousseau, Alfred Jarry, Alain Gerbaud, autant d'hommes célèbres lavallois qui vont nous conter l'histoire de leur ville natale. Si le XIXe siècle fut une indéniable période de renouvellement urbain à Laval, comme ailleurs, notre ville n'en demeure pas moins coupée en deux. Notre cité commence par la rue de Paradis. On distingue nettement l'alignement des petites bâtisses où habitaient les premiers ouvriers du textile. Au cœur du faubourg s'élève l'église Saint-Vénérand, édifiée à partir de 1484 à la demande des habitants et notables du textile. Au débouché du vieux pont, la Mayenne apparaît comme une ligne de rupture. En bordure du pont demeure encore l'ancien hôpital Saint-Julien, détruit dans la deuxième partie du XIXe siècle pour permettre la mise en place des quais. Plus loin, en aval, c'est le clocher de Notre-Dame d'Avénières, édifié par Jamet Neveu au XVIe siècle, qui domine l'élégante bâtisse romane. L'église, centre de la commune d'Avénières, jusqu'à son annexion par Laval en 1863, conserve alors tout son prestige. Le franchissement de la rivière se fait encore souvent sur le vieux pont du XIIIe siècle. Seule concession à la modernité, la destruction des maisons sur pilotis ainsi que des moulins qui empêchent la construction des quais. Le donjon des seigneurs de Laval domine également sur la rive droite. Édifié au XIIIe siècle, ces hours en bois ont survécu aux troubles révolutionnaires et à l'affectation du château comme prison jusqu'en 1910. Dans son prolongement, le château neuf, achevé en 1542, conserve de même un prestige important lié autant à sa fonction de palais de justice depuis la Révolution qu'à son ancien statut de galerie seigneuriale. La Grande Rue, en contrebas, complète ce paysage issu des travaux des XVe et XVIe siècles. Les façades à pans de bois, parfois enduites au XIXe siècle, sont encore largement présentes. Au sommet, la maison du Grand Veneur, édifiée en 1554. Plus haut, sur le plateau devenu place Hardy de Lévaré, l'église de la Trinité prend toute sa dimension. Devenue cathédrale en 1855, elle fait l'objet de travaux importants qui la doteront d'une nouvelle façade de 1855 à 1895 et d'un clocher plus élevé en 1904. Les remparts, bien qu'en partie détruits, continuent à structurer l'ouest de la ville. La porte Becheresse ou porte des Bûcherons, édifiée au XIIIe siècle, trouve son salut dans son affectation à l'habitation. Elle verra naître Henri Rousseau en 1844. Un peu plus loin, la tour Renaise, édifiée par André de Loyac, frère de Guy XIV de Laval. Mais surtout, les anciennes églises témoignent de ce passé florissant. L'église des Cordeliers est fondée au XIVe siècle. Non loin, l'église Saint-Martin, fondée en 1040 par Guy II de Laval. Ville religieuse autour de ses paroisses, Laval accueille de nouveaux ordres religieux, les carmélites, chassés lors de la tourmente révolutionnaire. En parallèle à ce Laval pittoresque largement représenté par les peintres comme Jean-Baptiste Messager, s'édifie cependant un nouveau Laval plus dynamique. Une grande traverse, est-ouest, structure ce nouveau Laval. Celui-ci permet à partir du Mans une entrée rectiligne sur la rive gauche, enfin aménagée. Rue Napoléon, elle deviendra rue de la Paix après 1871. Ces travaux sont conduits par les nouveaux représentants de l'État que sont les préfets. Ceux-ci, d'ailleurs, entreprennent la construction d'un hôtel de préfecture imposant de style néoclassique qui ne sera achevé qu'en 1834. Sur la rive droite, l'architecte Henri-Alphonse de Gisors permet à la municipalité de s'affirmer dès 1831 dans un style fortement inspiré des édifices civiques italiens de l'architecte de la Renaissance, Palladio. La place, créée à partir du comblement de l'ensemble de l'ancien lit de la Mayenne, permet l'implantation d'un nouveau marché. Son architecture conditionnera celle de l'ensemble de la place. Les halles
élevés en 1878 par l'architecte de la ville Georget, prennent exemple sur son architecture, malgré la présence de combles métalliques. Il en va de même pour la nouvelle poste créée également en 1878 par Georget. Au centre de la place, dans l'axe du pont, puis après un déplacement de manière décentrée, la statue d'Ambroise Paré, en place en 1840 par David d'Angers, vient représenter l'ensemble des vertus du progrès. La grande traverse s'échappe alors vers la Bretagne. La rue de Joinville, depuis les années 1830, se borde d'édifices mêlant commerce et habitation en de petits immeubles. La création des quais conclura en parallèle à la mise en place de pontons flottants pour faciliter le lavage du linge à la rivière. Ces pontons deviendront bientôt bateaux lavoirs sans étage, puis à étage à la fin du XIXe siècle. Le long des quais, dans la continuité des travaux conduisant alors à Paris, vont se créer de larges promenades arborées. Le paysagiste angevin Kilian met en place le square de Boston à partir de 1863. Le kiosque en bois, élevé par Georget en 1879, accueille l'orchestre militaire et l'harmonie municipale. Au centre, le square, isolé, accueille les familles. Sur les hauteurs, la ville, en 1886, acquiert la Périne, perdue au jeu par son propriétaire. Elle y établit et complète jusqu'en 1920 son seul grand parc urbain. L'urbanisme volontariste du début du siècle se voit conforté par la création en 1855 d'un viaduc long de 180 mètres, œuvre d'Eugène Caillot. Ce viaduc, premier des grands ouvrages d'art de l'Ouest, est créé dans le prolongement de la gare reconstruite peu avant. Elle permet également la réalisation d'une vaste avenue qui deviendra bientôt celle des deux gares, lorsqu'en 1901, Léopold Ridel élève un bâtiment massif en granit destiné au chemin de fer d'intérêt local. Le tramway traverse alors la ville pour desservir Saint-Jean-sur-Erve, puis de petites stations jusqu'à Landivy. L'architecture industrielle triomphante se trouve aux abattoirs, élevés en 1869 pour répondre au développement de l'élevage en Mayenne. Elle se retrouve aussi sur l'ancienne place du Gaz, autrefois au cœur du commerce des toiles avec le Palais de l'Industrie, vestige de l'exposition universelle de Paris en 1900. Le musée des Beaux-Arts, édifié entre 1890 et 1899, sera le dernier chef-d'œuvre de Léopold Ridel. Charles Landel, peintre académique, en sera le premier conservateur. Le premier lycée de Laval est quant à lui créé en lieu et place de l'ancien couvent des Ursulines. Dans l'ancienne ville, on aménage l'emplacement de l'ancienne collégiale Saint-Tugal. En 1834, une école s'élève sur la nouvelle place des Arts. La volonté d'ouvrir la place de l'Hôtel de Ville au marché du Vieux-Laval et de la place du Gaz conduit dès 1859 au percement d'une nouvelle voie au travers des anciennes demeures. Elle permet également de rééquilibrer l'activité commerciale jusqu'ici déclinante sur l'ancienne place. Le nouvel évêché, construit par l'architecte Lambert, sur le modèle de l'hôtel Matignon, deviendra, à partir de 1861, le centre actif d'une vie mondaine et ecclésiastique. L'eau de la Mayenne devenant de plus en plus souillée par les apports et déjections de toutes sortes et insuffisamment filtrée, le maire, Victor Boissel, et la municipalité décident en 1909 de racheter le service des eaux. Une étude sérieuse fut confiée aux membres de la commission des eaux, parmi lesquels siégeaient messieurs Chaplet, Joanne, Lefrault, Hersan, Dupré et Dominique. Ces commissaires firent appel aux compétences de Daniel Eulert, président de la Société de géologie. À l'issue de cette étude, la ville décida de continuer à utiliser l'eau de la Mayenne, mais de la prendre en amont. On adopta pour la filtration et la stérilisation de l'eau les procédés de la Compagnie générale de l'ozone. Elle devient une des premières usines des eaux en France. Durant la Première Guerre mondiale, bien que Laval soit loin du front, la guerre est perceptible dans les menus aspects de la vie quotidienne. Une vie quotidienne marquée par l'absence d'un père, d'un mari, d'un frère ou d'un enfant qui s'est embarqué avec le 124e le 5 août 1914. Sous l'émotion et la tristesse des familles, le 124e partit de la caserne Corbineau pour rejoindre la gare. De plus en plus jeunes, les Lavallois sont partis gonfler les rangs des poilus. Alain Gerbaud fut de ces jeunes gens qui renoncèrent aux privilèges de leurs conditions. Il s'illustra dans l'aviation. Certains de ses compatriotes ne revinrent jamais. Sur une population de 30 252 habitants, 727 Lavallois moururent au combat.
Le transfert des troupes a marqué la vie urbaine pendant toute la guerre. Outre les 124e et 324e régiments d'infanterie, la caserne Corbineau a notamment accueilli le 25e régiment territorial. Quant au grand séminaire, celui-ci a reçu les 54e et 254e régiments d'infanterie, le 13e régiment territorial et une compagnie cycliste, le 18e chasseur. L'inspecteur d'académie du département estimait que la ville de Laval avait servi de garnison à 12 500 hommes. Éloigné de la ligne du front, Laval se transforma en base de repli pour les blessés et les convalescents. L'équipement sanitaire fut renforcé et on réquisitionna des écoles et des édifices religieux. 17, 19, 20, 29, 37, 204, autant de numéros donnés aux néo-hôpitaux. Saint-Julien, le lycée Espérance, l'Immaculée Conception, le Sacré-Cœur, l'école normale des garçons et celle des filles servirent à l'installation des 1429 lits lavallois. L'industrie textile, fortement présente à Laval, propose des articles adaptés à l'équipement du soldat, chemises, tentes, étuis à musette. Quant aux femmes, elles prennent petit à petit les places laissées vacantes par les hommes. Les invalides sont également mis à contribution et des ouvriers coloniaux viennent prêter main forte. 9 Grecs seront notamment employés au dépôt de la gare de Laval. Le manque de main-d'œuvre qui sévit en ville comme en campagne entraîne la diminution des denrées alimentaires disponibles. Le pain, denrée alimentaire de base, est taxé par la mairie puis rationné en 1918. Le 24 juillet 1918, la municipalité, dirigée par Victor Boissel, vote une somme de 150 000 francs pour constituer un stock de denrées alimentaires en vue de parer à une éventuelle pénurie durant l'hiver 1918. Puis vient le moment que tous les Lavallois attendaient depuis longtemps. Après être arrivé la veille, le retour du 124e régiment de ligne a provoqué une manifestation grandiose d'union patriotique le dimanche 21 septembre 1919 dans les rues de Laval. Dès le début de l'après-midi, le régiment était à la gare, sous la direction du colonel Pouget. Successivement, arrive M. Jamin, premier conseiller municipal élu, faisant fonction de maire, car la veille, Victor Boissel était décédé. Puis, M. le préfet, Monseigneur Grelier, évêque de Laval, M. Delva, sénateur, et M. Monti, député. Le cortège se forme au milieu d'une immense population. Jamais on ne vit foule plus dense. La vaste place de la gare et l'avenue de la gare sont noires de monde. Le régiment suit l'avenue de la gare, la rue de la Paix et traverse la place de la mairie. Il ne faut pas oublier de signaler aussi la présence des officiers russes. Le cortège a fait halte sur la place de la mairie où a eu lieu le cérémonial habituel, la remise des décorations. Puisque nous parlons des décorations, remarquons la palme qui a été remise au colonel Pouget du 124e par M. Michel, président du comité des fêtes. Après la cérémonie et cet accueil délirant et triomphal, les troupes ont regagné la caserne Schneider. Les contrastes noir et blanc de l'eau forte par des bois accentuent la dimension pittoresque de l'escalier des chevaux, passage qui relie la ville haute à la ville basse. La fête des fleurs du dimanche 15 juin 1922 a obtenu un grand succès. Le maire, Eugène Jamin, et ses adjoints recevaient les sociétés musicales en mairie. La matinée fut aussi consacrée à la photographie de la reine des fleurs et de ses demoiselles d'honneur. À 13h, ce fut alors un long défilé à travers les rues de la ville devant une foule immense. Le cortège se composait de 53 chars ou groupes. En tête venait la fanfare du 124e d'infanterie, le groupe des bigophones, le cortège royal et la reine du palais, le char de la palette, les Alsaciennes et Lorraines, le traîneau sous la neige, le char des cafetiers, le groupe cycliste du 124e, le char de la reine des fleurs, la voiture fleurie de Monsieur de la Vessière. Avant de rejoindre la place de la mairie, le cortège s'arrêta au champ de Vaufleury. La compagnie cycliste du 124e commença, puis l'étoile féminine obtint un magnifique succès dans le ballet exécuté parfaitement. Le corso terminé, le cortège reprit son itinéraire et les chars vinrent se ranger sur la place de la mairie, noire de monde. De nombreuses personnalités s'étaient donné rendez-vous dimanche 8 juin 1930 sur l'hippodrome de Bellevue. En quelques années, la Société des courses de Laval s'est élevée au tout premier rang des sociétés des courses de l'Ouest grâce à l'énergique impulsion de ses dévoués dirigeants. Monsieur Gros, préfet de la Mayenne, dans une délicate improvisation, eut un mot aimable pour chacun et se fit l'interprète de tous en félicitant chaleureusement messieurs de la Vessière, Lepec et l'évêque qui sont l'âme de la Société des courses. Toutes les courses de trot,
plats, obstacles furent de qualité. Le cheval, Cyrano, de Monsieur de la Vessière, remporta le prix de la ville de Laval. En 1930, pour concurrencer Renault, la croisière jaune Citroën va consacrer un nouveau type de véhicule, l'auto-chenille, dont les essais ont été effectués à Laval par les établissements Brio. En décembre 1930, Laval a subi des inondations importantes, à tel point que certains habitants du centre-ville, d'Avenières et du Bois-Gama s'apprêtent à déménager une partie de leur mobilier. Les chemins de halage sont coupés depuis Mayenne jusqu'à Angers et la navigation est interrompue pour les chalands remplis de marchandises. Jamais, de mémoire de Lavallois, on n'avait eu à constater des crues aussi violentes sur la Mayenne. Bravo, le Stade Lavallois, pour avoir mis sur pied samedi soir et dimanche après-midi 26 juillet 1931 les deux manifestations hippiques des Cosaques djigites du colonel Yachentov à l'hippodrome de Bellevue. C'est devant un imposant public que les cavaliers venant du fleuve du Don ont exécuté leur formidable programme qui se composait de 23 numéros, exercices de voltige, exercices du sabre et de la lance, acrobatie et tir. Le public, émerveillé par ce spectacle, a manifesté sa satisfaction par des applaudissements réitérés. C'est le samedi 10 juillet 1937 que l'aérodrome de Beausoleil fut inauguré de façon splendide par un meeting. Parmi les autorités, nous pouvons citer entre autres M. Sadi-Lecointe, délégué au ministre de l'Air, M. Bussière, préfet de la Mayenne, M. Beck, maire de Laval, M. Félix Gras, député de la Mayenne, M. Barnéou, président de l'aéroclub, et la gracieuse aviatrice Maryse Hills, reine de cette fête d'aviation. En début d'après-midi, l'intérêt de ce meeting n'échappait à personne. 15 000 personnes se pressèrent dans l'enceinte de l'aérodrome de Beausoleil pour assister aux évolutions des As. Après que la patrouille de l'air effectua un dernier vol, tour à tour, vers 18h30, les avions quittèrent Laval et son terrain d'aviation de Beausoleil sous les applaudissements mérités. C'est dans la jolie ville de Laval, baignée par la Mayenne, que se dispute le championnat de marche des 50 km sur route. Le départ est donné à 31 concurrents. Après une boucle de 6 km autour de la ville, Gibert se présente le premier à l'arrivée après avoir accompli le parcours en 4 heures 38 minutes 45 secondes. Il reçoit une double récompense, un baiser et un bouquet. Le dimanche 13 août 1939, vers 16h, le comité des fêtes d'Avenières, à la tête duquel se trouve M. Brio, maire de la commune libre, a eu droit à tous les compliments. En effet, il y avait longtemps, à Laval, que l'on n'avait pas assisté à des fêtes aussi bien organisées et réussies. C'est devant un public venu en masse que la fête d'Avenières a pu voir défiler les chars sur le thème du passé et du présent. Parmi le grand défilé, on peut y voir un avion affrété spécialement pour inaugurer la ligne New York-Avenières, le dernier petit train départemental, un concours de vélos fleuris. Le public lavallois répondant en masse à l'appel des organisateurs, la place d'Avenières fut trop petite pour contenir la grande foule. Ville des naïfs, Laval a inspiré l'artiste Jean Lucas. Ce dernier rend ici hommage à Rousseau en illustrant la porte Becheresse où est né le douanier. De même, Jules Lefranc, à l'origine du musée d'art naïf de Laval, se laisse inspirer par cet édifice. Durant la Seconde Guerre mondiale, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, ce tract fut lancé par des avions alliés sur la ville de Laval. Le 7 juin, vers 19h, la ville de Laval connut la première attaque aérienne massive. Une trentaine de bombardiers alliés larguèrent plus de 200 bombes sur la gare et la voie ferrée. Une semaine plus tard, le 15 juin, vers 17h30, l'aviation alliée attaqua de nouveau la gare et la voie ferrée, mais aussi le viaduc. En revanche, ce bombardement, beaucoup plus violent que le précédent, ravagea le centre-ville. Enfin, le 24 juillet 1944, les forteresses volantes américaines attaquèrent de nouveau le viaduc, qui fut sérieusement endommagé en 2 endroits. Les quartiers voisins subirent de sérieux dégâts. Le 5 août 1944, dans la soirée, les troupes américaines arrivèrent à Grenoux et à Changé, où elles marquèrent un temps d'arrêt. Les troupes allemandes, pour leur barrer la route, prirent position à la ferme de la Grignonnière et des chars se mirent en batterie rue de Joinville, aujourd'hui rue du Général de Gaulle, et rue d'Ernée, maintenant rue Bernard Lepec. Le 6 août, vers 11h, les Allemands évacuèrent la rive droite et firent sauter tous les ponts. Entre 15 et 16 heures, les troupes américaines, guidées par des patriotes lavallois,
pénétrèrent dans la ville et traversèrent la Mayenne sur le barrage d'Avesnières. Bientôt, le franchissement de la rivière se fit par une passerelle rapidement construite. À l'issue des combats, qui furent brefs mais violents, on dénombra un grand nombre de prisonniers allemands. Les camions américains les transportèrent vers les côtes. Laval, enfin, devint une ville libérée. Le 7 août, la population fit une ovation que l'on pourrait qualifier de délirante à nos libérateurs. Au terme de la Seconde Guerre mondiale, Laval a souffert des bombardements alliés. L'un des plus imposants ouvrages d'art de la ville, le viaduc, a été une cible privilégiée, comme nous le démontre Delormeauze. Depuis quelques jours, la ville entière s'apprête à faire un accueil triomphal à Notre-Dame de Boulogne. Déjà, les guirlandes piquées de fleurs relient entre eux une multitude de poteaux de lierre. La place du 11 novembre offrira un aspect merveilleux. Par un soleil éclatant, le samedi 23 juin 1945, en soirée, Notre-Dame du Grand Retour arrive à Laval par la route de Changé. Quand la procession arrive sur la place du 11 novembre, la ville est devenue une féerie. Le lendemain, dimanche 24 juin 1945, à 8h30, sur la place de la Trémoigne, se célèbre la messe des malades. Au pied de la statue vénérée, qui sourit devant l'autel improvisé, ils sont plusieurs centaines couchés ou assis sous les arbres. Monsieur le vicaire Chérel est l'officiant. Une foule immense, massée, s'unit au sacrifice du Saint-Sauveur et clame ses supplications en faveur de tous les pauvres souffrants. Vers 10h, environ 5000 personnes défilent pieds nus dans une emprise de respect autant que de pénitence vers les quais d'Avesnières pour rejoindre la basilique où une messe y sera célébrée. C'est alors la grande marche sur la grande route de Barbé, où les paroissiens attendent Notre-Dame. Monseigneur remercie la population lavalloise, puis la Vierge de Boulogne s'en va vers d'autres villes françaises où elle a reçu un accueil toujours aussi enthousiaste. Le 6 août 1945, les Lavallois ont célébré magnifiquement le premier anniversaire de leur libération. Vers 11h, Monsieur le docteur Lebasser, maire de Laval, et Monsieur Robert Dupérier, préfet de la Mayenne, arrivent et le défilé commence ainsi composé. La 524e compagnie américaine des poids lourds de campagne, le 31e Dragon, le groupe des drapeaux de toutes les associations, la musique municipale, les gardiens de la paix et autorités civiles. Dans les rues pavoisées, Bernard Lepec et de la Libération, le défilé magnifiquement ordonné par le capitaine Jackenson s'avance aux accents des airs militaires exécutés par la fanfare du 31e Dragon, la musique municipale et la clique des pompiers, pendant que le Max Holst survole la ville. Place du 11 novembre, le docteur Lebasser, maire de Laval, fait un tableau des années passées sous l'occupation. Après un historique de la libération dramatique de notre ville, il fait l'éloge des armées alliées. Le colonel américain Kilgore remercie la population au nom du gouvernement des États-Unis. On procède alors à l'inauguration d'une plaque commémorative sur la façade de la mairie. Les hymnes français et américains retentissent. À 14h, s'opérait à nouveau le rassemblement de tous les groupes sur le terrain des Francs-Archers. Dès 10h, les 5000 jeunes se rejoignent dans les divers points de rassemblement et vers 10h45, ils prennent le départ pour se rendre place de RC, où une messe en plein air fut dite par Monsieur l'abbé Renoux sous la présidence de Monseigneur Richaud. Tous ces jeunes gens traversent la ville en une formidable colonne en empruntant les rues principales de celle-ci. Des milliers et des milliers de spectateurs se pressaient sur les trottoirs pour voir ce cortège dans le plus grand ordre, pour arriver sur la grande place de RC, à l'endroit même où le matin avait été célébrée la messe. Monseigneur Richaud clôture le congrès en remerciant la jeunesse catholique. Ses paroles soulevèrent une foule d'applaudissements. Tous les jeunes de la Mayenne se souviendront longtemps de ce congrès. C'est le dimanche 22 juin 1947 que s'est déroulée à partir de 14h au Petit Vaux-Fleury la fête champêtre organisée par la Société d'entraide et d'action sociale du personnel municipal de Laval. Ces attractions, dans un verger où chacun peut s'abriter sous les arbres, ont eu un gros succès. Des jeux de toutes sortes pour petits et grands, des concours de palais, de belote et de coinchés, des jeux d'adresse, un manège enfantin ont été très suivis et purent divertir tous les assistants.
Les 26 et 27 juillet 1947, Laval a reçu avec les honneurs la dépouille mortelle des 5 premiers Mayennais déportés, ramenés d'Allemagne en leur pays natal. Messieurs Barret, Baudouin, Bertron, Boitière et Lègre furent transférés à l'Hôtel-Dieu. Les personnalités arrivent. Monsieur Husson, secrétaire général, représentant monsieur le préfet en congé, monsieur l'huissier, député, monsieur le docteur Lebasseur, président du conseil général, monsieur Goupil, maire, entouré de ses adjoints et des conseillers municipaux, monsieur Desèze, commandant d'armes, et monsieur Marnéou, président de la chambre de commerce. À 17h30, les corps qui ont été chargés sur une fourragère tendue d'une large étoffe tricolore de l'Hôtel-Dieu arrivent sur la place de la mairie, précédés des familles des victimes. Les cercueils sont déposés dans le hall de la mairie qui est transformé pour la circonstance en chapelle ardente, où ils sont veillés toute la nuit. Le dimanche 27 juillet à 10h, les corps sont portés par leurs amis ou par les pompiers en cortège au monument aux morts du square Foch. Là, les 5 cercueils, parés de leurs linceuls tricolores et des gerbes de fleurs, sont déposés sur l'estrade après avoir traversé les troupes de la garnison, les gendarmes, les pompiers, les autorités et les familles. 3 magnifiques gerbes sont déposées au pied des cercueils, offertes par monsieur le préfet, monseigneur l'évêque et la ville de Laval. Le dépôt achevé, la sonnerie aux morts retentit dans un silence religieux, observé par la foule lavalloise nombreuse, qui est venue rendre hommage à ces glorieuses victimes. Dans un grand enthousiasme, le dimanche 10 août 1947, à l'occasion du 3e anniversaire de sa libération, Laval a fait un accueil chaleureux au général de Gaulle. À 11h10, le général arrive, accompagné de M. Pouzet, préfet de la Mayenne. Reçu par M. Goupil, maire de Laval, et de ses 3 adjoints, par le docteur Lebasseur, le général serre les mains des nouveaux médaillés, puis il pénètre dans le square Foch pour y déposer une croix de Lorraine au monument aux morts. Le général monte ensuite en voiture, accompagné de M. le maire, et le cortège se dirige vers l'hôtel de ville. Au balcon, apparaît le général de Gaulle et une longue acclamation monte de la foule. Monsieur le maire prend d'abord la parole, puis la laisse au général. De sa voix posée, mais énergique, celui-ci remercie la population lavalloise pour l'accueil qui lui a été réservé. À 11h, le mercredi 26 mai 1948, une foule nombreuse massée sur la place du 11 novembre est venue faire un dernier adieu au député capitaine Félix Gratte, mort pour la France le 13 mai 1940. Tandis qu'un avion survole la place et que la fanfare joue la Marseillaise, le cortège se reforme devant plusieurs milliers de personnes pour aller conduire la dépouille mortelle du soldat député au cimetière. Derrière le fourgon mortuaire, un immense cortège se rassemble où on peut y voir la famille, les anciens frères d'armes du corps franc du capitaine Gratte, une compagnie du 41e régiment, des travailleurs marocains et diverses personnalités. À l'entrée de la rue de la Gare, le clergé de Saint-Vénérand accueille le corps de son ancien paroissien pour le conduire au cimetière. Monsieur Édouard Herriot, président de l'Assemblée nationale, est venu apporter un suprême adieu à celui qui fut pour lui un ami, et il s'incline une dernière fois devant lui. Monsieur Pouzet, préfet de la Mayenne, monsieur Goupil, maire de Laval, ainsi que monsieur Buron lui font suite. Ils apportent à Félix Gratte le triple adieu de la France, de la Mayenne et de Laval. Puis, Madame Félix Gratte reçoit leur témoignage de sympathie. Le dimanche 20 juin 1948, les anciens des Francs-Archers célèbrent leur fête annuelle. Après la cérémonie religieuse, un cortège se forme pour la visite et le dépôt d'une gerbe au monument aux morts. En tête, sur la place de la préfecture, vient la musique des Francs-Archers au grand complet, suivi des jeunes du patronage, des adultes, des différentes sections et des anciens très nombreux. Au monument aux morts, le président Métairie dépose une gerbe. L'assistance se reforme en cortège et retourne aux Francs-Archers où doit se tenir l'Assemblée générale des anciens. À 13h, tous sont réunis de nouveau pour un banquet servi au cercle catholique du boulevard Félix Gratte pour plus de 130 convives. Le docteur Maire, en tant que président fondateur du Club des amateurs cinéastes de la Mayenne, a réalisé de nombreux films dont celui-ci, de 1949, intitulé « Les eaux mayennaises ». Chirurgien bien connu à Laval, puisqu'il y exerça pendant 42 ans, de 1926 à 1968. Résistant, il fut nommé le 7 août 1944 président du comité départemental de libération. Heureux de répondre à l'invitation des anciens de Rhin et Danube,
le général Goualard de Montsabert est venu à Laval le dimanche 12 février 1950 remettre le drapeau aux anciens de la première armée française. À son arrivée, en début d'après-midi, le général de Montsabert est reçu à la préfecture par M. Jean Guinolac, préfet de la Mayenne. Peu après 15 heures, a lieu la cérémonie officielle au square Foch, devant le monument aux morts. C'est M. Fanton, en tant que président et au nom de tous ses camarades, qui reçut des mains du général de Montsabert le nouveau drapeau de l'association locale de Rhin et Danube. Ensuite, le général remit lui-même les décorations à plusieurs Lavallois, les capitaines de Varesquiel et de Monteny, Marcel Burgeot, Jean Cornevin, Raymond Couvray, Maurice Plancheneau. À l'issue de la cérémonie, les troupes, précédées de la musique du 41e régiment, défilent cours Clémenceau devant les autorités civiles et militaires pour se rendre ensuite devant la cathédrale où doit avoir lieu la cérémonie de la bénédiction du drapeau. Les bateaux lavoirs, lieu emblématique de Laval, sont aujourd'hui les seuls classés monuments historiques en France. La technique de l'aquarelle permet à Lascroux, militaire de carrière, de rendre compte subtilement des jeux de lumière sur la Mayenne. Au printemps 1951, sous la présidence de M. Trichet, représentant de la Fédération nationale du cinéma, les responsables de salles ont tenu un congrès à Laval. M. Robert Buron, secrétaire d'État à l'économie nationale, a suivi de très près ce congrès et le représentant du gouvernement a voulu faire connaître lui-même les beautés de Laval. Environ 15 000 spectateurs ont assisté dimanche 17 juin 1951 à la fête du Quai d'Orgée. Cette fête de quartier a remporté un succès extraordinaire et elle est désormais considérée comme l'une des plus belles dont peut s'enorgueillir notre cité. À 15 h, le comité des fêtes reçoit à l'intersection des rues du Lycée et Messager les personnalités parmi lesquelles on pouvait remarquer M. Goupil, maire de Laval, M. Lebasser, sénateur et président du Conseil général. C'est ensuite le grand défilé avec le concours du rallye-corps lavallois. Chars et groupes costumés ont rivalisé en couleurs et en originalité. L'ensemble est féerique et une foule immense atteste de la réussite de cette fête. Le dimanche 22 juillet 1951, la fête du quartier Victor-Boissel, agrémentée d'un temps chaud, a connu, tout comme les années précédentes, un très gros succès d'affluence. En début d'après-midi, se déroula une course cycliste réunissant une quarantaine de coureurs sur un circuit de 9 tours de 10 km. Le vainqueur de l'épreuve fut Guillou. À 17h30, conduit allègrement par la fanfare de Quelen, un artistique défilé de chars fleuris et de groupes d'enfants costumés parcourut triomphalement les artères du quartier. Deuxième étape, Rennes-Le Mans, 181 km. Après une échappée, un peloton de 16 coureurs regroupés traverse la Mayenne à Laval. L'équipe belge se lance alors à l'attaque et remonte rapidement vers le peloton de tête. Le dimanche 4 avril 1954 est organisée une course de stock-car au terrain de Beau-Soleil. Et c'est M. Goupy, maire de Laval, qui donna le départ de cette première course. Une foule immense s'était donnée de rendez-vous pour frémir à un spectacle inédit dans notre région. Une dizaine de voitures renforcées de poutrelles de fer s'alignèrent pour prendre le départ. Les dérapages impressionnants, les chocs violents et les embardées spectaculaires promettaient des émotions. Les habitants de Laval, eux, applaudissent à l'arrivée du président de la République et de Madame Coty, venus assister sans armorial au mariage de Mademoiselle Barguet avec leur neveu, le docteur Roland Coty, médecin dans le pays. C'est également à la cathédrale qu'est célébrée la cérémonie religieuse. Le président retourne à des devoirs austères après une journée de joie familiale. Le dimanche 26 juin 1955, Laval a vécu des journées inoubliables dans le cadre des fêtes du centenaire du chemin de fer. Vers 10 h, ce fut d'abord la pose de la première pierre pour la reconstruction de la gare. Successivement, M. Albert Goupy, maire de Laval, M. Edmond Dauphin, préfet de la Mayenne, M. Barnéou, président de la Chambre de commerce, scellent chacun la brique symbolique pour la réédification de la gare. Puis, à 10h30, le petit train de Saint-Germain arriva triomphalement chargé de voyageurs en costume d'époque. Le point culminant de la fête fut atteint l'après-midi
par la fête des fleurs qui avait pour thème la locomotion à travers les âges. Vers 13h30, le départ fut donné dans le quartier de Boutz, où avait lieu le grand rassemblement. Puis, le cortège emprunta la rue de la Gare, alors que d'un bout à l'autre du parcours, la foule s'était massée en rang serré. Un peu avant 16h, le cortège arrivait au vélodrome de Vaufleury, où au cours d'une heure et demie se déroula le corso. La foule gagna rapidement le champ de foire de Vaufleury et envahit littéralement les enceintes qui furent bientôt combles. Le corso débuta par la fanfare du 38e et se poursuivit par divers numéros d'acrobatie qui déclenchèrent des tonnerres d'applaudissements. Instituteur à Laval, Philippe Le Gouaille commence à peindre dans un camp de prisonniers en 1940. Les tonalités chaudes rehaussent l'éclat des pierres du vieux château. À Laval, le chef-lieu de la Mayenne, c'est M. Robert Buron, ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme, qui préside les cérémonies commémoratives du 11 novembre. C'est au monument aux morts, au cœur de la ville, que se déroulent les principales manifestations. Tour à tour, le ministre Robert Buron, le sénateur-maire Le Basser et l'évêque fleurissent le monument aux morts. Les mêmes personnalités se recueillent au monument aux morts de la Résistance consacré aux 203 martyrs qui furent suppliciés de 1940 à 1945. Au printemps 1959, le karting fait son apparition en France. Une association de karting fut créée à Laval. Mais ne disposant pas d'installation appropriée, on utilisa l'esplanade devant les hangars de l'aéroclub. L'aéroclub se dota d'installations confortables et agréables qui font de l'aérodrome de Beausoleil un des plus coquets de France où sont rassemblés des jeux de distraction, mini-golf, piscine, volley-ball, restaurant-bar. Le meeting d'aviation des jeunes pilotes de l'Ouest du dimanche 7 juin 1959 à l'aérodrome de Laval-Beausoleil présente la Caravelle. Le magnifique courrier transcontinental français biréacteur est présenté en vol devant une foule innombrable grâce à l'appui de M. Robert Buron, alors ministre des Transports. Au cours de la journée, furent présentés au public lavallois des appareils de grand tourisme récents, puis l'épreuve finale du championnat de l'Ouest des jeunes pilotes. Vers 1960, les premières mesures de décentralisation permettent l'implantation d'entreprises dynamiques à Laval, même si la situation du logement semble inchangée depuis l'avant-guerre. Pourtant, l'arrivée de jeunes actifs génère de nouveaux besoins. Plus de 40% de la population des Fourches ou de la Dacterie a moins de 14 ans. En 1962, on relève encore 370 logements précaires, dont 256 dans des baraquements. Cependant, une promenade dans le Laval des années 60 atteste de son aspect agréable. Autre artiste naïf d'origine lavalloise, Henri Trouillard se plaît à offrir une image idéalisée et pittoresque de Laval, dans la lignée des peintres du XIXe siècle. Après avoir poussé des pointes à 140 km/h, le premier train électrique arrive en gare de Laval le samedi 26 septembre 1964 à 9h58, avec à son bord M. Stein, directeur de la région ouest de la SNCF. Les personnalités suivantes vont l'accueillir. M. Vauchel, préfet de la Mayenne, M. Le Basser, sénateur-maire de Laval, M. Delpierre, chef de la gare. C'est ensuite la visite dans la gare de Laval de l'exposition ferroviaire Expomat et la signature du procès-verbal donnant désormais le feu vert au trafic voyageurs. Durant son 22e voyage à travers la France, le général de Gaulle a visité les départements de l'Ouest.
en parcourant la Vendée, le Maine-et-Loire, la Mayenne et la Sarthe, il a au cours de ses discours comparé le présent au passé en définissant sa politique intérieure et internationale et en précisant notamment la position qu'il souhaitait donner à la France dans un monde établi sur le mauvais équilibre de deux hégémonies rivales. Le tablier du pont Crossardière est coulé à la fin de l'année 1967. Les piliers du pont supportent 250 mètres cubes de béton, soit un poids d'environ 700 tonnes. Mais une brusque montée des eaux en janvier 1968, ainsi qu'une grosse tempête, viennent perturber les travaux. Le lundi 8 janvier 68, la cote d'alerte est atteinte à Laval. Celle-ci est néanmoins d'un niveau inférieur de 50 cm par rapport aux inondations de 1966, qui sont sans conteste les plus importantes du XXe siècle. La construction d'un nouveau grand quartier en bordure de la rivière Saint-Nicolas, évoquée dès 1933, sera effective grâce à la mise en place d'une ZUP. Si les plans adaptés prévoient des logements pour 12 000 personnes le long de la route de Tours, les premiers édifices se concentrent en bordure des terres de la Coconnière, occupées par les Sœurs de la Charité. Dans ce quartier moderne, on édifie également la première piscine couverte en 1968. On fait alors appel à M. Saint-Aroman, habitué aux grandes structures. C'est à lui que l'on doit la tribune du stade Levasseur en 1969. À Laval, le dimanche 14 juillet 1968, le pont de l'Europe est inauguré. À 9h30, M. Bourgin, préfet de la Mayenne, est accueilli par M. le docteur Lebasser, maire de Laval, qui coupe le ruban tricolore qui barrait le pont dans toute sa largeur. Pour le défilé du 14 juillet, la prise d'armes se déroule quai Béatrix de Gavre. Les troupes du 38e se rassemblent ainsi que le peloton moto de la gendarmerie et les sapeurs-pompiers de Laval. Un feu d'artifice clôture cette fête populaire. Non, il ne partira pas. Navire de haut bord, il n'a jamais quitté son port d'attache, condamné à mourir sur place sans avoir jamais navigué. Combien de temps ? Il n'y a pas longtemps que je lave là. Je l'avais à côté. Mais comme ils l'ont fermé, il faut qu'elle vienne là pour se laver. Oh, j'étais toute jeune, je venais avec ma mère. Alors j'avais quel âge ? 12 ans. Après le lavage dans la rivière, le linge, soigneusement étiqueté, sera bouilli sur le pont dans une grande lessiveuse, puis descendu à nouveau à la rivière pour être rincé et enfin essoré. Disparaîtront-ils, témoins d'une époque où l'on avait le goût de l'effort, du travail manuel, témoins d'une époque où l'on prenait le temps de vivre. Le dimanche 21 juin 1969, plusieurs milliers de Lavallois assistent à la fête des Trois Ponts. Le défilé fait revivre les événements historiques liés à la construction des ponts de Laval, bien traduits par les groupes costumés qui retracent la vie du XIIIe siècle aux années 1960. Les ponts de Laval ne gardent-ils pas des souvenirs prestigieux, puisqu'ils ont vu passer reines, rois et armées? Tous les comités de quartier ont participé aux festivités qui restent dans les annales de notre ville. Jean-Pierre Bouvet, ancien conservateur des musées de Laval, offre une perspective particulière sur les toits de la vieille ville depuis le château. Le samedi 15 juin 1970, le chef-lieu du département accueillait M. Limouzy, secrétaire d'État au ministère des Relations avec le Parlement. L'occasion de sa venue est la pose de la première pierre du centre hospitalier de Laval. Il est accompagné de M. Dandé, préfet de la Mayenne, de M. Lebasser, maire de Laval, de M. Berruet, architecte, et de M. Duperron, directeur du centre hospitalier. Les discours officiels s'effectuent dans la grande salle des fêtes de l'hospice. Le président du centre social des Fourches, M. Jean Villebrun, reçoit M. Robert Buron, maire de Laval, et deux de ses adjoints, MM. Lopez et Papouin, à l'occasion de la Galette des Rois dans son centre social. Le dimanche 13 mars 1972, à l'occasion du 10e anniversaire de la fin des combats d'Algérie, la Fédération des anciens combattants d'Algérie organise une cérémonie commémorative et patriotique. À 11h15, M. Robert Buron, maire de Laval, et M. Roueil, président de la FNACA, déposent une gerbe au monument aux morts pendant que résonne la musique des pompiers de Laval. Dans une salle du Palais de l'Industrie, M. Robert Buron remet à M. Roueil le drapeau de la section lavalloise FNACA. La fête de Jeanne d'Arc est fixée par l'Église au dimanche qui suit, le 8 mai. C'est donc hier qu'ont fêté l'héroïne et la sainte dans toute la France.
À Laval, Jeanne d'Arc a sa statue, au pied de laquelle plusieurs gerbes ont été déposées hier par M. Jean Dandé, préfet de la Mayenne, M. Buron, le maire de Laval, et le colonel Vignon, délégué militaire départemental. La musique municipale accompagnait ces groupes costumés qui, sous le soleil, paraissaient plus charmants encore. Et la fête gymnique commençait après un tour de présentation au public. Les plus petits dansaient, tandis que leurs aînés évoluaient sur des thèmes inspirés du tiers-temps pédagogique. Dans cette atmosphère de kermesse où chacun se montrait ravi du succès remporté par cette fête, on ne pouvait pas oublier cette sentence fameuse qui pouvait parfaitement s'appliquer aux milliers d'enfants présents, un esprit sain dans un corps sain. À Laval, une brève cérémonie a marqué l'inauguration de l'avenue Robert Buron, qui était précédemment l'avenue de la Gare. Bon nombre de personnalités, mais aussi de Lavallois, avaient tenu à marquer de leur présence cette inauguration. Le conseil municipal tout entier entourait Madame Robert Buron. Avant de dévoiler et de fleurir la plaque, M. Pinson, qui a succédé comme maire de la localité à M. Robert Buron, devait retracer brièvement la vie et la carrière de l'ancien ministre, qui fut aussi journaliste, écrivain et grand humaniste défenseur du tiers-monde. Début 1976, le maire, André Pinson, et la municipalité s'engagent dans des travaux de grandes envergures. En mars, le Palais de l'Industrie devient un souvenir pour les Lavallois. Il est décidé de construire à la place une salle polyvalente et de détruire, non sans les contestations des Lavallois, le grand séminaire d'Hilard pour y bâtir des logements locatifs. Puis, début juin, dans le cadre d'un nouveau plan de circulation, des travaux commencent pour le réaménagement complet du centre-ville. Football toujours, en deuxième division cette fois, Laval a battu le Red Star par 2-1 et comme au match aller, Laval avait gagné 1-0. C'est donc Laval qui montera en première division l'année prochaine. Tout s'est décidé en 15 secondes hier soir sur le stade de Laval, 15 secondes que voici. Après une préparation excellente, eh bien le but a été marqué par Bonnec. Je vous rappelle le score, victoire de Laval sur le Red Star par 2-1. Les élections de 1977 marquent la fin d'un grand mouvement de reconstruction de la ville entamé à la Libération. Depuis 1980, les différentes municipalités vont sans cesse contribuer dans le cadre de la décentralisation à l'essor de Laval.
Thank you.